Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Manière, bonjour, président de Footprint Consultant, chroniqueur à l'Express et sur France Culture. Bernard Maris, bonjour, membre du Conseil de la Banque de France, également chroniqueur bien sûr à Charlie Hebdo et sur France Inter. Alors Jérôme Cahuzac a avoué avoir détenu un compte à l'étranger pendant 20 ans. L'ancien ministre du Budget a menti à plusieurs reprises. C'est un coup dur pour le gouvernement et le président alors que François Hollande a rappelé le principe d'exemplarité à ses ministres et alors que le chef de l'État demande des sacrifices aux Français. Jean-Marc Ayrault et François Hollande ont condamné la faute morale commise par l'ancien ministre. Alors comment maintenir un cap de politique économique rigoureuse dans un tel climat? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants, et je le serai. J'ai eu un échange avec lui pour lui dire qu'il nous avait trahis. Vous lui avez dit de vive voix? Oui, je lui ai dit qu'il avait menti. Et que pour nous, c'était quelque chose de profondément choquant. Un président de la République qui, soit ne savait rien, et c'est quand même extrêmement grave, parce que ça signifie que lui-même fait preuve quand même d'une certaine candeur, soit il savait, et ça veut dire qu'il a menti aux Français. Moi, les bras m'en tombent, je ne peux pas penser que la parole d'un ministre puisse être remise en cause et fausse. Donc c'est très difficile à admettre. C'est un coup de massue, je crois, pour nous tous, parce que en politique, comme dans tous les rapports humains, il y a un principe qui s'appelle la confiance. Je vois aujourd'hui où est la faillite morale. Elle est du côté d'une gauche qui est prompt à critiquer, mais qui se conduit souvent d'une manière très différente de ses principes et de ses valeurs. Comment se fait-il que Mediapart soit parvenu à savoir ce que le juge a pu confirmer en très peu de temps et que les plus hautes autorités, le Premier ministre et le Président de la République, eux, ne pouvaient pas savoir? Je me demande où s'arrête la chaîne du mensonge. Bon, les Bernard, la chaîne du mensonge, c'est vrai que ça discrédite la parole publique, la politique gouvernementale dans un moment particulièrement difficile puisqu'on est en train de mettre en place une politique de rigueur économique. On demande des sacrifices aux Français. Votre réaction? Ma réaction, je suis extrêmement peiné pour cette affaire-là. L'homme est abattu, donc je ne vais pas hurler avec les loups sur lui, mais ce qu'il a fait était jurer devant les députés, devant l'Assemblée qu'il n'avait pas de compte, et ensuite dire effectivement j'ai menti et demander pardon. Je sais pas si le pardon, je laisse ça un témoignage chrétien à la croix de voir ce qu'ils veulent en faire, mais c'est terrible pour la classe politique. Franchement, en plus ce sont des gens qui arrivent comme des parangons de vertu, des donneurs de leçons, qui est chargé du budget, qui est chargé de l'impôt. On parle d'impôts et de trop d'impôts. Depuis 2 ans, on dit Depardieu s'en va, c'est pas patriotique, c'est lâche, c'est machin, etc. Et soi-même, on est de son côté. C'est inqualifiable. Vraiment, je trouve ça quelque chose de terrible. Mais ça éclabousse terriblement toute la classe politique. Vous voyez la réaction des extrêmes. Donc, effectivement, ça va être d'un côté le tous pourri, de l'autre côté, ils savaient, même au plus haut niveau. Et de ce compte-là, comment s'en sortir? Alors moi, je pense qu'on peut s'en sortir par une politique absolument radicale. C'est-à-dire que c'est le moment de dire, bon, très bien, on a fait une faute affreuse, peut-être un changement de gouvernement, ou un remaniement à minima, et quelque chose qui montre que vraiment on prend les choses. Il faudrait un tournant radical pour rétablir en fait cette confiance. Philippe? Moi, je ne pense pas qu'il faille faire quoi que ce soit d'autre qu'acter la démission et le mensonge du ministre. Je parle d'un point de vue tactique et du point de vue du gouvernement et du président de la République. Moi, je dirais presque, c'est pas très facile à dire aujourd'hui, mais presque de la sympathie pour Jérôme Cahuzac, qui a commis évidemment 2 péchés terribles. Un, la fraude fiscale. Alors, il ne pouvait pas savoir au moment où il fraudait qu'il serait un jour, évidemment, ministre du Budget en charge de poursuivre les fraudeurs. Mais enfin, une fraude fiscale massive, quand on est quelqu'un qui défend la chose publique et qui s'investit dans la vie politique, c'est une énorme faute. Et puis la deuxième, évidemment, c'est d'avoir... Non, mais la deuxième, c'est d'avoir menti à la représentation nationale, aux juges, au président de la République. Parce que moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il leur a dit les yeux dans les yeux quelque chose de faux. Bon, donc tout ça est très coupable. En même temps, c'est l'histoire d'un homme qui réussit brillamment parce qu'il est extrêmement doué, et qui se brûle au feu du succès, en quelque sorte. Alors, après, c'est une histoire dont on pourrait faire des romans, etc., qui résume assez bien la difficulté d'exercer le pouvoir. C'est une très belle, j'allais dire, histoire de ce qu'est le pouvoir avec ses pièges. Bon, l'homme est abattu, vous le disiez à l'instant, il est coupable, il n'y a pas de doute. Je ne crois pas que ça mérite qu'on en dise beaucoup plus. Ce qui me paraît terrible dans cette affaire, pour finir sur l'aspect romanesque, c'est que s'il s'est brûlé au succès, c'est parce
qu'il avait du succès. S'il a eu du succès, c'est parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué. Il est très intelligent, il est très brillant dans les débats. On l'a vu. Ça Comment? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Mais il y a des tas de cas qui arrivent comme ça. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une histoire humaine terrible. Bon, par ailleurs, d'un point de vue politique. Voilà. Alors pour le coup, moi, j'achète absolument l'idée selon laquelle, je suis peut-être naïf moi-même, mais je pense sincèrement que ni le président de la République ni le Premier ministre ne savaient rien et qu'ils ont cru à la parole de cet homme. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel député on vient de voir qui disait que en politique comme dans toutes les relations humaines, il y a quelque chose qui s'appelle la confiance et que c'est important. Il a raison. Vous pouvez pas, si vous faites venir quelqu'un dans votre bureau et que vous lui dites, dis-moi les yeux dans les yeux, est-ce que tu as fraudé ou pas, et que tu dis non, je te le jure, je n'ai pas fraudé. Vous êtes en politique avec lui depuis longtemps, vous lui faites confiance, vous lui avez confié un portefeuille, vous n'avez pas de raison de penser qu'il vous ment. Alors dernier petit point, pardon, très rapidement. Moi, je pense que Mélenchon a tort de dire que parce que Mediapart savait, on pouvait savoir, parce que Mediapart a probablement eu le bénéfice d'une dénonciation, puisqu'ils ont eu cet enregistrement, il n'est pas tombé du ciel. Et puis ensuite, il y a la justice française et suisse qui ont fait leur travail. Mais heureusement, on est dans un pays où il y a la séparation des pouvoirs. L'exécutif peut tout à fait avoir été dans l'ignorance de ce que savait Mediapart et de ce que les juges n'ont fini par apprendre que cette semaine. Moi, je ne pense pas qu'il faille présumer qu'il y ait la moindre complicité de la part du pouvoir. C'est un cauchemar pour François Hollande. C'est vrai que c'est un cauchemar. Sur justement, ça discrédite tout de même sa politique. Pourquoi la politique rend fou? Moi, je pensais à DSK, d'une certaine manière, qui lui aussi était devenu complètement schizophrène avec ses activités sexuelles d'un côté et son génie. Enfin, son génie, n'exagérons pas. Là, je serais moins dithyrambique sur le génie de DSK. Non, c'était un bon politique aussi. Il savait vraiment, il connaissait. Bon, c'est comme Cahuzac. Pourquoi la politique rend fou? Alors, on dira, ça se passe pareil en Italie, ça s'est passé de la même manière en Grande-Bretagne. Tantôt, ça s'est passé, on a vu des exemples aussi en Allemagne. Mais il faudrait quand même un système politique qui fasse que les hommes politiques soient des représentants de la nation et ne deviennent pas des fous. Parce il est question de mettre en place une grande loi, justement, faisant plus de transparence, avec des sanctions. On ne va pas abolir la condition humaine par décret. Tout ça est absurde. Le pouvoir rend fou. Et le pouvoir absolu corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument et rend absolument fou. Donc, à mon avis, Bernard met le doigt sur un point important. On est malheureusement. Ça arrive partout, mais dans un pays où à mon avis, il n'y a pas suffisamment et je crois que le rôle de Mediapart a été important, en l'occurrence. Il n'y a pas suffisamment de contre-pouvoir. Le risque de pétage de plomb est plus important. Et justement, avec une loi qui renforcerait, par exemple, l'illégitimité des élus, la rendant perpétuelle, des sanctions plus importantes. Le cumul des mandats est une mauvaise chose. Ça veut dire que vous pouvez effectivement embrasser, et qui trop embrasse mal les trains ne voit plus rien. Donc d'une certaine manière, abolir le cumul des mandats n'est pas une chose. Enfin. Punir sévèrement ceux qui font faillite, c'est le cas de dire, morale et à la fois matérielle, je pense que c'est aussi une très très bonne chose. Faire en sorte que la politique, je ne sais pas, mais il doit y avoir un moyen pour faire en sorte que la politique devienne normale. Puisqu'on a envie d'avoir un président normal, il ne faut pas, parce que vous êtes un homme politique, que vous ayez tout de suite des chauffeurs, des motards, des machins, etc. Tous les ministres qui arrivent disent « Oh, moi, je ne serais pas... » train de vie tous les ministres qui arrivent, ils disent « Moi, je ne serais pas un ministre comme les autres. » Décalage avec la réalité. Bien sûr. En l'occurrence, ce qui est coupable dans cette affaire, alors s'agissant de la fraude, c'est bien avant que Jérôme Cahuzac arrive au pouvoir, si ce n'est suprême, en tout cas dans l'exécutif, a des responsabilités importantes. C'est une histoire qui a 15 ou 20 ans déjà. Hein. Quant au mensonge, moi je crois qu'il y a un moment, si vous voulez, il faut se mettre à sa place. Et encore une fois, je peux faire de la psychanalyse. Mais voilà quelqu'un qui est en train de réussir brillamment et qui sait qu'il a un sparadrap à la chaussure. Il est dans le déni. Je crois que tout ça est parfaitement bien documenté en psychologie. Enfin, alors c'est terrible parce qu'à l'arrivée, évidemment, vous payez 3 fois plus cher, 10 fois plus cher, 1000 fois plus cher. Mais je pense que c'est une tentation qui peut en fait concerner beaucoup de gens qui exercent le pouvoir. C'est pas parce que Mediapart savait que je pense au plus haut niveau, on savait. Je ne crois pas. En revanche, c'est bon que Mediapart ait sorti. Moi, j'étais pas à l'aise. C'est un journalisme qui me met pas totalement à l'aise parce que aller sortir, mais Mediapart a joué un rôle sain pour la démocratie. Le Canard, dit-il, avait l'information, n'a pas osé la sortir parce qu'il n'est pas tout à fait. Donc Mediapart a tenté le coup, il a jeté les dés, il a réussi. Bon, alors, derrière tout ça, quand même, il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la crédibilité de l'exécutif dans son ensemble. Encore une fois, je n'ai pas de doute sur le fait. Mais politique gouvernementale, de politique fiscale. Vous avez des gens qui augmentent massivement les impôts, qui crient au loup quand il y a quelqu'un qui quitte le pays, et dont on apprend que celui qui est en charge de la politique budgétaire et fiscale a fait ce qu'on sait maintenant. Ça fait désordre et ça jette un discrédit spécifique sur la politique fiscale. Je dis tout le bien qu'on pouvait penser à certains égards de Cahuzac en termes d'intelligence, de relations humaines. Je pense que c'est un type plutôt bien. Mais moi, personnellement, j'étais en désaccord absolu avec sa politique fiscale. Et je veux dire, sans être militant,
Je souris. Donc vous imaginez l'opposition. Elle va évidemment se déchaîner sur l'homme des 75% qui fraudait en Suisse. Tout ça est dévastateur. C'est un boulevard. Alors pour revenir justement à l'homme des 75%, il n'est pas seul. Un projet gouvernemental de cette fameuse taxe. François Hollande a dit que, a priori, enfin, est-ce que c'est le cas, les clubs de foot paieront ou pas. En tout cas, ce sont les entreprises qui vont prendre en charge cette taxe pour revenir à des considérations de politique économique parce qu'elles n'ont pas disparu. Moi, ça ne me gêne pas trop, si vous voulez, parce que pourquoi les clubs de foot ne paieraient pas les laboratoires pharmaceutiques paieraient, par exemple. Bon, il y en a qui font des vaccins, ils vont payer, d'autres qui font du spectacle qui ne paieraient pas. Non, moi, je pense que c'est très bien que toutes les entreprises privées soumises les professions libérales, alors. Le vrai sujet, c'est ça. Franchement, moi, je suis content d'avoir vécu assez vieux pour voir un gouvernement socialiste cartonner spécifiquement les salariés. C'est-à-dire, si vous êtes avocat, si vous êtes notaire, si vous êtes chirurgien, pardon de parler de chirurgien aujourd'hui, vous allez échapper à la taxe. Et en revanche, si vous êtes salarié bien payé de L'Oréal, de LVMH, de BNP Paribas, juste parce que vous êtes spécialiste d'audit, de finance, d'informatique et que vous êtes très désirable, vous avez une valeur de marché, alors là, vous allez payer. Donc c'est un truc qui est absurde. Et j'ajoute que ces gens-là peuvent partir demain à l'étranger. Donc c'est alors que les joueurs de foot du PSG, soit ils quittent leur club. C'est pas une façon habile tout de même de la part de François Hollande de conserver ce sparadrap, pour le coup, son sparadrap de responsabiliser les entreprises aussi et d'avoir une politique. Mais en quoi c'est coupable de payer quelqu'un 1 million? Vous pouvez m'expliquer? Bien sûr, c'est pas coupable. Mais alors pourquoi vous voulez les responsabiliser? Je les responsabilise en disant, voyez, bon, les gens sont cupides, ils demandent de tout, mais une entreprise, c'est qu'il y a un accord sur les salaires dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas surpayer une partie de vos salariés, une toute petite partie minuscule, et ensuite demander à la grosse majorité, oh là là, modération des salaires, coût du travail, compétitivité, on ne peut pas y toucher, etc. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Non, ce qui est Donc bizarre, je pense que ça responsabilise un petit peu les grandes entreprises sur leur politique de revenus. Ça brouille un peu le message tout de même, non? Moi, je trouve ça complètement indéfendable. J'ajoute qu'encore une fois, pour les grandes boîtes que j'ai citées et pour les autres, si vous avez un homme clé, quelqu'un qui apporte beaucoup à l'entreprise, y compris à tout le personnel, et pas seulement aux actionnaires, mais parce que c'est un génie du développement informatique ou c'est quelqu'un qui va vous trouver une molécule ou que sais-je, c'est crucial qu'il reste en France. J'ajoute qu'en plus, s'il gagne 1 million d'euros net, probablement qu'il paye bien plus d'1 million d'euros en charges sociales et en impôts. Donc demain, après-demain, les entreprises vont baser ces gens-là à Genève, à Bruxelles et à Londres, et croyez-moi, ils verront même pas la différence, ils passent leur journée dans les avions. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Garantie suicidaire. Il nous reste 1 minute. Je voulais passer 1 minute peut-être sur l'accord sur le marché du travail qui va passer à l'Assemblée. Le Front de gauche a préparé 4500 amendements contre 90 pour le Parti socialiste. Alors franchement, pour un accord qui va lutter contre le chômage, que peut-on en attendre en un mot? C'est un bon accord, en un mot. C'est vrai que ça ne peut pas plaire au Front de gauche, mais c'est vrai qu'il y a la garantie en matière de santé pour les salariés, il y a les droits rechargeables en matière de chômage. On ne touche pas pour l'instant aux indemnités chômage, et c'est vrai qu'en échange, on demande une flexibilité du travail négociée au cas par cas avec les entreprises. Je ne pense pas que ce soit un accord tellement scélérat. C'était un accord qui était, à mon avis, sans grand intérêt quand il a été signé. Après qu'il a été transposé par les services du ministère du Travail, il n'en restait pas grand-chose. Si on laisse passer 3 amendements, il restera pratiquement rien. Et on va encore croire qu'on a fait des réformes structurelles alors qu'on a à peine bougé. Moi, je vois bien ce qui se passe au Parlement, mais franchement, je regarde ça d'un œil très distrait parce que cet accord soit appliqué ou pas appliqué, ça changera strictement rien. C'est pas ça la réforme de structure, c'est bien plus que ça, croyez-moi. Je suis plus optimiste que vous sur le fonctionnement du marché du travail. Espérons. Ça donne flexibilité, un peu de sécurité. En tout cas, on disait que c'était une première. Merci Philippe, merci Bernard, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.